Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui consacré à l'IA et à l'automatisation no code. Je suis Mathieu Lamant, vétérinaire praticien du côté de Nancy et également consultant en intelligence artificielle appliquée dans l'univers des vétérinaires. Et je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui ce qui anime mon quotidien en très grande partie. Puisque les fois précédentes, on avait eu l'occasion de voir un petit peu ce qui se faisait au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle avec des outils relativement élémentaires, hein, beaucoup de ChatGPT, de Mistral, de choses comme ça. Donc là, on jouait avec des modules élémentaires d'IA, et je vais vous montrer ensuite comment aujourd'hui on peut embarquer cette technologie-là dans des automatisations afin de se créer des petites applications destinées à rendre notre quotidien plus efficient. Donc sans plus attendre, qu'est-ce que le no-code? Donc le no-code est une technique de développement d'applicatifs. Historiquement, il fallait faire appel à une société avec des développeurs qui étaient là pour écrire des lignes de code sur les applications dont on avait besoin. Puis est arrivé ce qu'on appelle le vibe coding, donc on utilise l'intelligence artificielle pour rédiger des lignes de code, et ensuite le no-code, où là pour le coup on peut assembler des briques, des Lego. Donc c'est une programmation qui est assez visuelle et intuitive, avec pour le coup une rapidité à, à développer et à déployer qui est quand même assez remarquable, ce qui change complètement la dynamique de l'informatique pour nous, praticiens vétérinaires, qui n'avons aucune connaissance en informatique. Je n'ai jamais suivi de formation en code, en développement ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, on va justement parler de tout ça. Je vais vous présenter 5 cas d'usage qui vont tourner autour de la communication, de la logistique personnelle. Il y aura un petit peu d'administratif. Enfin voilà, on va faire pas mal de choses autour de ça. Alors le premier cas que je vous présente ici, c'est le cas d'une gestion automatisée des avis Google. Alors je vous mets à l'aise là-dessus. Ce cas d'usage-là est un exemple qui peut être utilisé en l'état ou qui peut être segmenté. Vous allez vite comprendre. L'idée, c'est quand on traite les avis Google, aujourd'hui on le fait à la main. Donc on lit les avis Google, ensuite on rédige une réponse, donc c'est un exercice un peu fastidieux. Et derrière, on publie ensuite la réponse en ligne. Et là, en l'occurrence, vous venez de décrire le process qu'il va falloir développer en no-code. Donc sur cette image ici, vous voyez une capture d'écran d'une application en ligne qui s'appelle Make, M-A-K-E, que j'utilise énormément pour développer ces outils no-code. Et donc là, ce scénario qui s'appelle Marine Avis Google, il va reposer sur 3 modules. Donc chaque module, on clique sur la petite pastille grise par défaut. Quand on ouvre une page vierge, on ouvre une feuille vierge et on sélectionne. Du coup, on va rechercher le ou les modules en l'occurrence, qui nous permettront de faire chacune des étapes que l'on vient de décrire ici. Donc du coup, on va appeler les modules de Google My Business, puisque les avis Google sont hébergés sur la page Google My Business de l'entreprise. Et on va chercher le module qui s'appelle Watch Review. Et ce module-là, lui, il va aller ensuite aspirer les avis Google qui vont arriver les uns derrière les autres sur notre page Google. Ensuite, on met un petit filtre ici. Dans le cas présent, il ne traitera que les avis 4 et 5 étoiles. Donc on lui dit, voilà, il ne traite que les avis 4 et 5 étoiles. Et je transmets ensuite l'avis complet à un module ici qui est un module Mistral, à qui j'ai donné toutes les instructions sur comment on traite les avis Google, l'entreprise, ses valeurs, tout ce qui est nécessaire à l'outil pour rédiger une réponse. Donc là, on est dans ce qu'on a vu la dernière fois avec le prompt engineering et le context engineering. Donc pour mémoire, le prompt engineering, c'est la fiche de poste que l'on donne à Marine Stars ici, dans laquelle on dit voilà, là ce poste-là, tu vas répondre vis-à-vis Google de cette manière-là. Voilà plein d'exemples que l'on a pu également rédiger à la mano par le passé. Et puis le context engineering, c'est tu travailles pour telle entreprise, voici nos valeurs, on fait telle chose, on ne fait pas telle chose.
de manière à ce que Marinstar puisse rédiger des réponses à chacun des avis Google, comme si c'était moi qui les avais rédigés. Et une fois qu'elle a rédigé sa réponse, je récupère la réponse et hop, je le transmets dans un troisième module qui s'appelle ici Create Update Review Reply. Et donc, constatez que j'ai un anglais qui s'améliore pas avec longtemps, mais surtout le nom des modules est en anglais et en général ils sont assez bien intitulés pour vite retrouver le module qui permet de faire ça. Et dans ce module-là, on va aller pousser la réponse rédigée par Marine sur l'avis Google qui a été posté au départ. Et ainsi, vous avez une automatisation qui s'est tournée toute seule pour obtenir automatiquement des réponses aux avis Google. Alors là, le scénario que je vous présente est entièrement automatisé, il fonctionne tout seul. Il est tout à fait possible de mettre une étape intermédiaire de validation et auquel cas on va splitter le scénario en deux avec une première version qui va aspirer et rédiger des réponses, pré-rédiger des réponses, les collecter dans une interface qui peut être un espace Notion, ça peut être un Google Sheet, on peut mettre ça à peu près où on veut. Et ensuite on va corriger à la main les éventuelles coquilles qu'il pourrait y avoir dedans et indiquer au modèle dans un deuxième scénario, tu récupères tous les avis que j'ai validés et hop, tu les postes en ligne. Donc voilà. Donc ça permet de traiter de manière relativement efficace et rapide les avis Google. Alors le deuxième cas que je vous propose ici de vous présenter est un cas directement issu d'un outil que j'utilise au quotidien, puisque je pense que bon nombre d'entre vous connaissez ce qu'on appelle les Trello, les listes Trello. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de classification des comment dire des sujets ou des missions qui vous sont confiées par ordre d'importance. Donc là, par exemple, dans l'exemple que je vous présente ici, il y a une colonne sur tous les sujets qui sont absolument urgents à traiter, des sujets qui sont, on va dire, relativement importants, un fil d'actualité, des newsletters, des sujets différés, en attente d'un tiers, etc. Dans l'idée, tout ce qui est là, c'est ce qui va être absolument à traiter dans la journée. Tout ce qui va être important, c'est en gros à traiter dans la semaine. Le fil d'actualité, lui, il est alimenté automatiquement par des scénarios qui vont tous les jours scruter ce qui se passe à droite à gauche sur LinkedIn, sur YouTube. Donc, j'ai conçu un petit peu comme tout à l'heure sur les avis Google là, des scénarios qui permettent pour chacun d'eux d'aller checker quotidiennement ce qui se passe sur la page LinkedIn d'un tel, sur le compte YouTube d'une autre personne, sur le site internet du Monde, lemonde.fr, avec notamment tous les sujets qui sont en lien avec l'IA, etc., etc. Et les sujets sont collectés. L'IA me fait une synthèse et ensuite pousse ces informations dans cette colonne-ci. Également les newsletters, donc ça c'est les sujets pour lesquels on pourra éventuellement rédiger une newsletter plus tard. Donc quand il y a des sujets d'actualité qui m'intéressent et que je veux pousser dans la newsletter, hop, je les prends, tac, je les slide ici sur la colonne newsletter. Je vous en reparlerai plus tard. Les sujets différés où on attend d'un tiers, différés, ça c'est moi qui me mets une note pour que ça revienne plus tard. Donc là, il va y avoir une automatisation qui va tous les matins tourner pour regarder dans cette colonne-là les sujets qu'il faut reporter à mon attention aujourd'hui. Et donc le sujet va être automatiquement transféré dans la colonne urgent, donc ça se fait tout seul. Et en attente d'un tiers, ça c'est quand j'attends un retour de quelqu'un, ou j'ai envoyé un mail et je leur demande des informations. Et je me mets un petit rappel pour éventuellement les relancer. Donc hop, là pareil, tous les matins, un scénario va checker les sujets, les dossiers qui sont dans cette colonne, puis quand c'est le jour J pour me rappeler ce sujet, le dossier est poussé dans la colonne urgent et donc le matin, quand j'arrive, je check tout ça et je sais à peu près tous les sujets qu'il va falloir traiter en priorité dans la journée et puis ceux que j'aurai ensuite quand j'aurai un peu plus de temps. Et enfin, les actualités qui sont en train de passer au cours des jours actuels. Donc tout ça, ça c'est une base de données qui est hébergée sur Notion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est un outil qui permet de stocker tout un tas de documents. On peut l'utiliser sur Notion comme on peut le faire ailleurs. On peut très bien utiliser le logiciel Trello, qui est spécifiquement
dédié à ça. Il s'avère que dans Notion, on fait plein d'autres choses. Donc du coup, on peut également reproduire des outils comme Trello. Et aussi, on peut facilement intégrer des automatisations pour que un certain nombre d'actions puissent s'effectuer sans que j'ai moi à intervenir dessus. Un troisième cas d'usage, ici, c'est un système d'archivage comptable. Alors, je sais que certains parmi nous passent beaucoup de temps ou emploient des gens dont le job est d'aller récupérer toutes les factures sur une boîte mail notamment. Donc, c'est ce qui va se passer dans l'exemple que je vais vous montrer ici. Pour ensuite faire ce qu'on appelle du rapprochement bancaire. Donc, le rapprochement bancaire, pour rappel, euh, on va récupérer une facture et on va indiquer au comptable que telle ligne sur notre compte bancaire est à rapprocher avec telle facture. Alors ça c'est un truc où typiquement on est sur la longue liste des sujets à caractère répétitif, rébarbatif et à non valeur ajoutée. Donc répétitif, bah oui, il va falloir régulièrement aller chercher les factures. Rébarbatif, je ne connais pas grand monde qui éprouve une satisfaction démesurée à faire ça. Et à non valeur ajoutée, en ce sens que le, le client de la clinique vétérinaire, propriétaire de l'animal qu'on va soigner, il n'achète pas une prestation d'archivage de factures qui ne le concerne pas du tout. Ça fait partie des coûts malheureusement indispensables, mais sans réel bénéfice pour le client. Et donc on est sur de la non-valeur ajoutée. Alors comment ça se passe Eh bien ici, dans l'exemple que je vous présente, alors je travaille avec Conto pour plein de raisons et je ne suis pas là pour vous faire de la pub. Là, j'attire juste votre attention sur le fait que on voit une ligne assembly, donc qui est un outil que j'utilise, et on voit que le justificatif est manquant. Euh, donc, comment ça se passe soit vous le faites à la main, soit vous automatisez le système. Donc là, on est sur ma boîte mail dans laquelle j'ai créé des filtres. Donc, quand je reçois un mail d'assembly avec des balises, donc là notamment quand il y a une pièce jointe qui porte le nom invoice, à ce moment-là, le mail est transféré dans un dossier, un répertoire qui s'appelle facture. Et ensuite, à intervalles de temps réguliers, je crois que c'est encore 2 ou 3 fois par semaine, j'ai ce scénario qui va aller regarder dans ma boîte mail, dans le répertoire en question, pour ouvrir chaque mail qui vient d'arriver dans ce répertoire, analyser le contenu de chaque pièce jointe, pour aller ensuite isoler le numéro de la facture, le montant TTC hors taxe, etc. Et derrière, ça pousse les informations sur Conto avec une automatisation qui va identifier du coup ici la ligne comptable sur mon relevé bancaire et pousser sur cette ligne comptable en question le justificatif. Et une fois que le process a été entièrement acheminé, le dernier module là passe le mail que je vous ai montré au départ en lu. Alors, on va voir directement, quand on va ici, hop, je rafraîchis un petit peu la page, tchac, vous voyez que le mail effectivement a été passé en lu parce que mon automatisation l'a traité, et quand je rafraîchis la page sur mon compte bancaire, vous allez voir que hop, ici, effectivement, la pièce jointe a été rajoutée, et ce, voilà, de manière totalement automatisée. Donc là, vous faites de l'archivage de factures. Alors, on peut faire ça avec tout ce qu'on veut, hein. Ça peut être l'archivage de documents en tout genre. À partir du moment où vous avez accès aux outils et aux interfaces de stockage pour faire ça, donc si vous hébergez ça sur un espace cloud, sur un Google Drive, donc imaginons que vous souhaitiez archiver comme ça euh, les résultats d'analyse que vous recevez, vous pouvez tout à fait faire ça avec une automatisation qui va identifier le praticien qui a demandé les analyses et lui envoyer en plus directement par mail, donc lui transférer automatiquement le résultat par mail. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de logiciels métiers qui permettent de pousser le système jusqu'à intégrer automatiquement les analyses dans le logiciel métier, mais on y est très bientôt. Le cas numéro 4 que je vous présente ici, c'est Jean-Prez. Alors Jean-Prez, dans l'idée, c'est un outil que j'utilise pour transmettre aux propriétaires des animaux que je reçois en consultation, notamment quand c'est des cas de médecine un peu touchy,
Cet outil-là leur permet de leur faire un cours sur mesure privé en support PDF qui va du coup expliquer clairement ce qui se passe sur leur animal et tout ce qu'il y a à savoir, puisque vous savez comme moi que quand ils viennent en consultation, ils ne retiennent que 10% de tout ce qu'on leur raconte. Du coup, pour pouvoir faire ça, j'ai développé un module qui prend les informations, vient ensuite, donc je lui transmets le dossier médical du patient, hein, pour être très clair. Donc je fais un export du dossier médical, je lui transmets en lui disant voilà, fais un support de présentation sur, par exemple ici on va parler de Luna avec le diabète sucré qu'on a diagnostiqué sur Luna le mois dernier et explique tout ce qu'il y a à savoir sur cette pathologie, les symptômes, le traitement, le pronostic, etc. Jean Prez va me rédiger un plan de présentation avec un petit peu une idée de tout ce qu'il y a dedans et ensuite il y aura un transfert de l'intégralité de ce plan que j'aurai validé dans un outil qui s'appelle Gamma, qui est au passage l'outil que j'utilise pour vous faire cette présentation. Gamma qui lui a juste pour mission de mettre ça en forme de manière relativement jolie. Alors, à quoi ça ressemble une fois que c'est fait? Ben ici, par exemple, voici ce à quoi ressemble le contenu du PDF que j'envoie ensuite au propriétaire de Luna, donc qui est un guide complet pour comprendre et gérer le diabète de votre chienne. Donc Luna, le 18 septembre dernier, on lui a diagnostiqué un diabète sucré avec une glycémie à 5,96 g. Son poids était de 14,5 kg avec une perte de 4 kg et les symptômes rapportés par le propriétaire qui étaient une soif excessive et une miction fréquente, donc de la PUPD. Donc vous remarquez que l'outil, au passage, vulgarise les termes médicaux pour que la situation soit bien comprise par le propriétaire. Une petite slide qui explique ce que c'est que le diabète sucré, avec les petites l'outil Gamma va directement mettre en page et chercher les illustrations qui vont bien, qui sont adaptées à la situation. Donc, je vais jamais pousser cette illustration-là. D'ailleurs, au passage, je remarque que faudra peut-être lui rappeler quelques singularités anatomiques chez le chien. Mais esthétiquement, voilà, il y a déjà un effet waouh côté du propriétaire. Les symptômes du diabète avec la polyuro, la polydipsie, avec à chaque fois la traduction de ce que ça signifie, la perte de poids, la léthargie, le traitement. Donc on a décidé d'instaurer un traitement insuline à 7 unités matin et soir, donc 14 unités par jour au total. Protocole d'injection, 7 unités matin avant le repas, 7 unités le soir après le repas, injection sous-cutanée, rotation des sites d'injection, horaire régulier. Il est crucial de respecter les intervalles de temps entre les injections. Donc tout ça, l'iconographie, même la petite bulle en bleu là pour avoir un point d'attention, a été choisi au niveau de sa mise en page par Jean Prez puis Gamma. Technique d'injection, donc là où on rappelle, donc ça c'est quand même un moment où il va falloir se fendre d'un peu de temps à consacrer aux gens, mais il y a une slide qui rappelle exactement comment ça se passe, importance de la gestion de l'alimentation, le plan de surveillance, ça c'est un truc qu'on malheureusement on aborde trop peu en consultation, qui explique tous les jours on va surveiller ça, donc l'appétit, comportement, quantité d'eau bu, toutes les semaines on va la peser, on va vérifier l'état général, tous les mois on fera un petit point surtout au début pour ajuster éventuellement les doses et de manière trimestrielle, un bilan sanguin complet avec une évaluation des complications. Et puis sur les signes d'alerte, bien surveiller les hypoglycémies, les hyperglycémies, d'autres complications peuvent survenir, cataracte, infection, cicatrisation lente. Donc imaginez le temps qu'il faut aux praticiens pour expliquer tout ça en consultation, ce que nous faisons la plupart du temps, mais avec finalement une quantité d'informations astronomiques que le propriétaire n'est pas en capacité d'avaler, à part peut-être euh, les propriétaires hypermnésiques pour ceux qui ont la chance d'en connaître. Mais voilà. Et puis une dernière slide parce que de manière assez surprenante, je vous rappelle que tous nos clients, tous les propriétaires des animaux que nous soignons, ont tous un dénominateur commun qui est de dire que eux, ils veulent absolument que leur animal ne souffre pas. Donc à chaque fois, je rigole intérieurement en disant ça c'est
grande nouveauté, grande innovation. C'est le premier à m'expliquer que vous voulez pas qu'il souffre. La plupart du temps, les autres propriétaires, c'est pas le sujet, ou éventuellement peut-être un petit sujet financier, mais alors par contre la qualité de vie de l'animal, c'est pas le sujet. Donc pour conclure ici sur cette présentation, qui est envoyée après au propriétaire, une slide qui explique que dans 85% des cas, les chiens sont stabilisés au bout de 2 à 4 semaines, et avec une qualité de vie qui est préservée dans plus de 90% des cas. Donc ça, c'était la version relativement simple. Ensuite, vous pouvez utiliser une autre technologie qui très vite derrière récupère le fichier et Bonjour, vient famille ensuite Dubois. Aujourd'hui, poser je vais vous expliquer votre en voix détail ce qu'est le et votre diabète sucré, avatar comment il pour affecte votre expliquer chienne et comment gérer surtout, ça. quelles mesures nous allons mettre en place ensemble pour assurer son bien-être et sa qualité de vie. Les examens que nous avons réalisés le 18 septembre 2025 ont confirmé que Luna est atteinte de diabète sucré. Son taux de glucose dans le sang est élevé, à 5, Donc je vais pas vous le refaire parce que globalement vous retrouvez la même de slide, mais faire voilà, je me suis pour jamais évaluer enregistré, l'efficacité du traitement. enfin je me suis jamais Pour réguler filmé le en diabète, train de Luna va raconter tout ça. débuter un traitement à base Et donc d'insuline, vous le pouvez, canencula. La dose en lui initiale prescrite est transférant de 7 le unités le PDF, matin et 7 unités le très soir, rapidement juste avant les repas. laisser la Cela techno fait un pour total de ajuster un 14 petit peu unités les par endroits jour. où elle va mettre Il une est très voix off. important de respecter Et puis votre tête, alors vous pouvez mettre la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs. En l'occurrence, là je l'avais fait parce que vous savez, je suis un petit peu mégalo par moment. Mais on peut mettre la vidéo d'un autre avatar et d'ailleurs pour faire ça, j'utilise Agen. Agen propose une bibliothèque d'avatars qui est extrêmement qualitative. Et puis pour les plus excités d'entre nous, il est tout à fait possible de shunter la phase gamma pour faire une vidéo tutoriel qui explique directement au propriétaire ce qu'il en est, ce qu'il faut savoir, et voici ce que ça donne, vidéo intégralement rédigée, enfin conçue par IA. Bonjour à tous les propriétaires de Luna. Aujourd'hui, nous allons aborder le diabète sucré de votre chienne. Ce guide complet est conçu pour vous aider à comprendre et à gérer cette condition. Nous explorerons le diagnostic de Luna, ce qu'est le diabète, ses symptômes et comment le gérer efficacement pour son bien-être. Le 18 septembre 2025, les examens ont confirmé le diagnostic de diabète sucré chez Luna. Son taux de glucose sanguin était significativement élevé. Son glucose sanguin était de 5,96 g par décilitre et elle a perdu 4 kg, son poids actuel étant de 14,5 kg. Des complications ont été révélées par l'échographie. Le diabète sucré est une maladie où le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou ne l'utilise pas efficacement. L'insuline est essentielle pour que le glucose fournisse l'énergie aux cellules. Donc voilà, donc cette vidéo-là a été intégralement rédigée par IA et il est tout à fait possible du coup de la transmettre au propriétaire. Donc là pour le coup, vous faites un export du dossier médical, vous le donnez à la techno en lui redonnant les mêmes instructions que à Jean-Prez et ou à Gamma, et l'outil rédige directement une vidéo de présentation pour le propriétaire. Alors le cas numéro 5 que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est le cas c'est ma chère Kelly, ma chargée de communication, qui est en charge de rédiger mes newsletters. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous expliquais que j'avais conçu des scénarios en no-code qui vont scruter un petit peu ce qui se passe à droite à gauche sur différentes sources d'informations, puis porter à mon attention dans le canal actualité les sujets du moment sur l'IA au sens large. Et juste à côté, il y avait la petite colonne newsletter et je vous ai dit les sujets qui m'intéressent pour éventuellement les pousser dans les newsletters. Hop, je les prends, tac, je les slide sur la colonne d'à côté dans la colonne newsletter. Et ben c'est ici que Kelly intervient. Donc quand je lui dis c'est parti, on va rédiger la prochaine newsletter. Grâce au no-code, donc là je joue avec une interface de ChatGPT pour faire ça. Donc ChatGPT peut aller accéder à ma liste de Trello, aller regarder spécifiquement et nulle part ailleurs dans la colonne des newsletters pour aller collecter tous les sujets en détail dont on va parler avec ici au cours dans la prochaine newsletter. Une fois que Kelly a pris connaissance de tous ces sujets, elle a dans ses instructions de départ
toutes les commandes, toutes mes exigences sur la manière de présenter, de rédiger. Je vais donner des exemples de newsletters que j'avais moi-même rédigés à la main. Donc elle reprend mon style, elle rédige vraiment tout de manière adaptée à l'audience à laquelle ça s'adresse. Donc ici, en l'occurrence, des vétos. Elle rédige. En plus, pour ceux qui connaissent le truc, ça rédige dans une fenêtre Canvas, donc ça rédige et puis ensuite je peux encore discuter avec Kelly pour lui dire tiens, fais plus long, fais plus court, fais une meilleure accroche, etc. Et une fois que le contenu est validé, je lui dis ok, tu peux envoyer pour une publication le 3 novembre prochain. Et à ce moment-là, elle récupère ce texte et elle l'envoie via une seconde automatisation no code dans un outil qui s'appelle Brevo, donc un outil d'emailing pour ceux qui ont déjà un petit peu, enfin qui font un peu de newsletter chez eux. Et là, le texte est ensuite transformé au format HTML pour être mis en page conformément à la charte graphique que j'utilise dans Brevo. Et une fois que c'est fait, la newsletter, enfin l'envoi est programmé pour, là en l'occurrence le 3 novembre, comme je vous ai expliqué dans l'exemple cité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour celles et ceux qui ont encore le plaisir de faire ça à la main aujourd'hui, vous savez que dans le meilleur des cas, ça va vous prendre quelques heures, c'est-à-dire que le temps de compiler les idées, de rédiger à chaque fois le sujet comme il faut, de le mettre en page dans Brevo, de mettre les petits boutons, les petits call to action, les petits trucs qui vont bien. Bon là, je vous ai mis 30 minutes. Bon, en réalité, la plupart du temps, même j'arrive à rédiger le contenu d'une newsletter en moins de 30 minutes. Et donc tout ça, c'est parce que derrière ChatGPT, donc quand on rentre dans le menu avancé là pour ceux qui ont un compte payant, vous avez tout en bas une partie action, et cette partie action vous permet de brancher ChatGPT sur un outil no-code, donc comme Make, où là pour le coup, quand ChatGPT a besoin d'une info, il sait envoyer une requête à Make qui lui vient piocher toutes les infos à droite à gauche, ou comme c'est le cas à la fin, ChatGPT envoie le contenu texte qui va être ensuite traité par une autre automatisation, et l'automatisation tourne de son côté jusqu'à ce que tout soit mené jusqu'à son terme. Donc finalement, ChatGPT est déjà un outil fantastique. Alors ChatGPT ou Mistral, hein, Mistral est même en train de monter en puissance en ce moment, à tel point que il devient vraiment très intéressant de l'utiliser, et même parfois plus intéressant encore que ChatGPT. Il faut comprendre ici que avec le no-code, vous pouvez utiliser aussi bien l'IA dans une automatisation, comme c'était le cas tout à l'heure avec les avis Google, ou vous pouvez utiliser l'IA comme une interface de discussion derrière laquelle vous allez pouvoir brancher tout un tas d'automatisations. Donc voilà, alors après, on peut faire énormément de choses, que ce soit sur de l'inventaire en vidéo assistée, le traitement intelligent de mail. Donc inventaire vidéo assisté, là vous filmez votre stock de médicaments, vous le donnez à une automatisation qui contient une analyse de vidéo. Donc là, ça c'est un outil qu'on a développé. Ça analyse la vidéo et ça vous rédige votre inventaire en mettant à chaque fois pour chaque produit visionné sur la vidéo le nom déposé du médicament, son conditionnement, le prix unitaire, la référence centrale, la quantité observée à l'écran et du coup le prix hors taxe de votre stock sur ce médicament-là. Et une fois que tout le tableau est rédigé, l'outil n'a plus qu'à faire la somme et elle sait vous dire exactement quel est le montant hors taxe de votre stock, et ce en moins de 5 minutes la plupart du temps. Traitement intelligent des mails, là aussi, et des mails qui sont très souvent utilisés pour avec moins de Stavros. gestion du client à l'accueil, mais Désolé Stavros, j'ai coupé ton micro, sinon tout le monde entend les commentaires. Traitement intelligent des mails. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité de donner un accès à la boîte mail à une IA qui a des instructions précises sur les mails qu'elle va ou non traiter, et à partir de là, rédiger ou non des réponses qui peuvent être rédigées selon les cas, dans un brouillon, si vous voulez vous laisser une étape de validation avant l'envoi. Et à un moment donné, vous verrez que les brouillons, il n'y a plus grand-chose à corriger, parce que à chaque fois qu'il y a une petite correction à faire, vous avez été apporter une modification dans les instructions qui sont données à l'IA qui traite les mails en question. Et à la fin, l'outil c'est rédigé dans enfin comme si c'est vous qui l'aviez rédigé.
Et donc du coup, à ce moment-là, en général, on se dit allez c'est bon, pour ces mails-là, tac, on switch, on passe en mode autonome et puis on jette un coup d'œil de temps en temps sur ce qui se raconte. Gestion des stupéfiants, ça aussi c'est pareil. Vous pouvez par exemple créer un formulaire en ligne qui prend en compte le poids, qui permet à l'utilisateur de choisir le protocole d'anesthésie dont vous avez besoin et qui va ensuite ajuster les posologies des anesthésiants, des antibiotiques anti-inflammatoires et notamment des morphiniques et donc des stupéfiants en général. Sur validation, vous livre une version imprimable de votre protocole tout en envoyant dans le registre de stupéfiants toutes les informations que actuellement, la plupart du temps, nous saisissons à la main pour celles et ceux qui le font. Je sais qu'il y a quelques structures veto qui ne le font pas du tout. Je vous invite à rester assez discret parce que le jour où vous avez un contrôle de pharmacie, c'est le premier sujet sur lequel l'inspecteur ou l'inspectrice va venir vous chercher des poux. Donc voilà. Donc globalement, au travers de tous ces exemples que nous avons pu voir aujourd'hui, j'espère vous avoir fait comprendre que l'IA générative de texte, les LLM, sont déjà des outils formidables et que leur pouvoir est encore plus incroyable dès lors que on sait combiner une automatisation avec le potentiel phénoménal de ces IA génératives. Donc ça, c'est une technologie qui est tout à fait disponible pour le grand public. Hein. Comme je vous disais, je n'ai jamais appris à coder. Ça nécessite néanmoins une phase de prise en main de l'outil. Mais là, pour le coup, une fois que vous avez compris comment ça marchait, vous pouvez développer vous-même vos solutions. Il y a quand même pas mal de leviers que vous pouvez activer pour essayer de trouver justement des solutions à vos problèmes au fur et à mesure que vous développez vos propres outils. Alors, par où commencer? Souvent, c'est un petit peu la question qui m'est posée, et c'est par ici que je terminerai cette présentation. Globalement, peu importe par où vous commencez, le principal c'est de commencer. Et vous pouvez tout à fait commencer petit. Et pour ça, GVC Premium propose des formations aux IA génératives. Donc vous avez le QR code ici à gauche pour pouvoir prendre connaissance des prochaines dates et vous préinscrire directement en ligne à la session qui vous convient. Il est également possible par ce formulaire-là de nous indiquer si vous souhaitez une formation un peu plus proche de chez vous, et auquel cas on compile les réponses qui nous sont adressées de manière à identifier les zones géographiques en France qui seront les plus intéressantes pour regrouper un maximum de monde. Et puis pour ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience sur l'utilisation des IA génératives, vous pouvez tout à fait vous préinscrire à la formation No Code qui va sortir courant 2026, formation au cours de laquelle vous pourrez développer vous-même. Donc je vous enseigne dans cette formation-là l'utilisation d'outils comme Make, Zapier ou N8N. Donc on utilise Make comme support de formation pour pouvoir créer tout ce que je vous ai montré là et bien plus encore, parce qu'une fois qu'on a commencé à mettre le doigt là-dedans, très souvent on a du mal à s'arrêter. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère également que elle aura su répondre à vos questions, à vos attentes, et n'hésitez pas à me faire part de vos observations ou souhaits pour discuter des IA génératives du no-code ou d'autres sujets dans un futur webinaire. Je vous dis à très bientôt.